bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre d'Asphalte. Au sommaire, retrouvez l'essai du Renault Captur, du Kia Carens, du Ford Kuga, de la Seat Leon SC, du Toyota RAV4 et de la Volkswagen Coccinelle Cabriolet. Nous essaierons également la Harley-Davidson Breakout et le Peugeot Metropolis. Nous découvrirons enfin les secrets du concept Wild Rubis. Tout de suite, prenons le volant du SUV de Renault, le Captur. Si avec l'espace, Renault fut un pionnier des autos à destination des familles nombreuses, la marque avait mal négocié le virage des SUV. Entre un modus pas assez crapahuteur et un Koleos pas assez familial, la piste était restée libre pour les Qashqai, Juke et autres Opel Mokka. Pour se faire une place sur ce secteur, il fallait un nouveau véhicule et ainsi est né le Captur. Sur le Captur, Laurens van den Acker a pu s'en donner à cœur joie. Sans le lourd héritage d'un modèle précédent à entretenir, son coup de crayon est ici des plus personnels. On retrouve à l'avant la nouvelle calandre estampillée du volumineux logo Renault qui se fond plus esthétiquement dans la masse de ce véhicule que sur une Clio. Il en va de même pour les phares qui s'étirent loin sur la carrosserie, mais en bonne harmonie par rapport au volume global. Une touche de chrome pour la prestance et longs traits horizontaux animent cette face avant à l'allure robuste et dynamique. Le Captur a une longueur contenue de 4,12 m, cependant ses galbes et sa baguette latérale en forme de vague l'allongent en trompe-l'œil. La custode qui remonte loin sur l'arrière, sans spécialement servir la luminosité intérieure, contribue à cet effet et rappelle les codes stylistiques utilisés sur la Clio. Sous cet angle apparaît également le toit biton. Très tendance sur les citadines, Renault utilise donc cette technique de personnalisation sur son SUV. La couche de peinture prend naissance sur les montants du pare-brise pour finir en biseau au niveau du coffre. Cela donne du dynamisme au véhicule et dépasse l'effet de toit flottant habituel. Il est possible de faire ajouter des stickers pour s'approprier encore plus cet élément de carrosserie. Le coffre intéresse particulièrement sur un SUV conçu pour les week-ends en famille. Celui du Captur offre de 377 à 455 décimètres cubes selon sa configuration. Son plancher est amovible pour s'adapter aux différents besoins ou pour cacher une valise loin des regards indiscrets. La banquette arrière coulissante permet de moduler l'espace offert aux passagers par rapport au volume de coffre souhaité. Il est d'ailleurs temps de s'intéresser à la vie à bord. S'il reprend la base technique de la Clio, le Captur n'en emprunte pas la planche de bord à l'inverse du duo 208-2008. On retrouve cependant de vieux amis avec les aérateurs ronds et le système Medianav. Cet intérieur se pare de touches de couleur et d'éléments de personnalisation optionnels. Au rayon des nouveautés, on notera surtout les housses de siège détachables pour passer facilement en machine. On trouve plusieurs rangements, dont un en haut de la planche de bord. Le plus original est la boîte à gants coulissante à la confortable capacité de 11 litres. L'ambiance générale est agréable, mais on est surpris par la qualité des matériaux en baisse par rapport à ce que proposait Renault ces dernières années. Les assemblages laissent la place pour passer un ongle et ont donc tout d'un nid à poussière. La finition laisse également à désirer sur certaines parties, mais si on retrouve le concept de voiture à vivre, pouvant subir les assauts de bien des marmots, cela étonne quelque peu. La banquette arrière est prête à accueillir tout le monde. Si, vraiment tout le monde. On y sera à l'aise et le système de rangement à lanière tendue amusera les enfants. Peut-être un peu moins les parents sur de longs trajets. Ça n'en reste pas moins décalé et plutôt joli. Pour cet essai, nous avons pris en main le moteur essence TCE 120 chevaux EDC, comprenant la nouvelle boîte à double embrayage,
Et dans cette configuration, le Captur pèse 1180 kg à vide, un poids plutôt bien contenu pour ce type de véhicule. La plateforme étant celle de la Clio, on retrouve un châssis sain. Le gain de poids et le changement de centre de gravité ne semblent pas perturber cette base technique. On enchaîne les kilomètres dans un confort tout à fait correct, quel que soit le type de revêtement. En ce sens, le véhicule est polyvalent. Il faudra toutefois éviter de l'emmener crapahuter sur des sentiers. On est bien sur un crossover 2 roues motrices aux allures de baroudeur, loin d'un vrai 4x4. Le Captur est agréable, mais à n'en pas douter, son problème majeur est l'absence de chevaux et des premiers rapports trop longs. En ville, la puissance suffira, mais sur les routes secondaires ou sur autoroute, notre version essence actuellement la plus véloce a un flagrant manque de punch. Les accélérations ne sont pas franches et il faudra éviter de doubler en montée. La manœuvre risque d'être longue. De plus, il aurait été agréable de proposer des palettes en option avec cette boîte d'essai. Sans chercher une vocation sportive, le confort de conduite y aurait grandement gagné. La consommation en cycle mixte pour 100 km est annoncée à 5,4 litres par le constructeur. En utilisation réelle, nous l'avons constaté plutôt aux alentours de 8 litres. Le Renault Captur devrait s'assurer une belle carrière par son design soigné et son espace de vie à bord globalement bien conçu. On ne peut que regretter que le bond en avant stylistique s'accompagne d'un pas en arrière sur la qualité perçue. Cette faiblesse est compensée par un prix d'attaque de 15 500 € pour la version TCE 90, un tarif très compétitif sur ce segment. Le TCE 120 est pour sa part disponible à partir de 19 500 €. Nous passons sur 2 roues avec l'essai de la Harley-Davidson Breakout. « 2013 marque les 110 ans de Harley-Davidson. En dehors de nombreux modèles estampillés 110e anniversaire, la marque présente entre autres la Breakout. Apparue en CVO l'été dernier, la demande ayant été 4 fois supérieure à l'offre, Harley a décidé d'en faire une version standard. Avec une longueur de presque 2,45 m, un empattement de 1,71 m et une selle à seulement 660 mm, la machine apparaît naturellement longue et basse. Le réservoir, au coloris vivid black, orné d'un médaillon en relief Harley-Davidson, surplombe le V-twin de 103 cube-inch, environ 1700 cm3. Cette teinte noire s'associe à de très nombreux chromes, un assemblage que l'on retrouve sur l'ensemble de la machine, à commencer par les 2 silencieux superposés aux embouts ronds coupés droits. Cette silhouette élancée est mise en exergue par des roues Gasser en aluminium coulé, au dessin particulièrement soigné. L'avant est allégé par une jambe de 21 pouces qui accueille un pneu de 130 qui semble étroit sur cette machine, un garde-boue tronqué et un petit phare rond cerclé de chrome entre les 2 T de fourche complètent le tableau. Le tachymètre est fixé sous le guidon pour affiner visuellement l'avant même lorsqu'on est en selle. Un afficheur numérique donne accès à l'heure, l'autonomie restante, le rapport engagé et le régime moteur en complément des totalisateurs. Tout ceci se commande depuis un bouton au guidon gauche. Seuls de fins témoins, comme le neutre et les clignotants, sont disposés sur le large guidon drag-bar noir. A l'inverse, l'arrière est particulièrement massif. La jante de 18 pouces accueille un pneu de 240 mm, coiffé d'un large garde-boue tronqué là aussi. Aucun feu ne vient briser sa ligne puisqu'ils sont intégrés dans les clignotants. Pour rendre la poupe encore plus impotente, il est possible d'ôter le pouf passager lorsqu'on roule seul. Celui-ci ne sert en effet pas d'appui, la selle du pilote étant suffisamment creusée et confortable. En
selle, la position rappelle nettement celle que l'on a sur un Night Road spécial, avec une assise particulièrement basse et reculée, des pieds en avant et un peu en hauteur sur les commandes avancées, et des bras écartés mais légèrement abaissés avec ce guidon presque droit. Rien ne vient perturber le regard du pilote, même si le compteur, qui n'est pas sur le réservoir mais sur le guidon, est un peu plus haut. Le bicylindre 103 Cube-inch se montre assez souple avec son injection électronique pour permettre de flâner nez au vent sans devoir solliciter la boîte. Celle-ci est équipée d'un 6e rapport pour rouler sur les grands axes en consommant moins. Pour une balade bucolique, on ajuste simplement son allure en tournant la poignée et en se laissant porter au son du V-twin. La donne change lorsqu'on adopte un rythme plus élevé. En effet, l'esprit du dragster prend facilement l'ascendant et donne envie de maltraiter l'asphalte. Malgré ses 308 kg à vide, la Breakout se manie sans trop de résistance avec ce large guidon à condition de le tenir avec la plus grande fermeté. On apprécie la suspension qui ne fait pas trop remonter les irrégularités de la route en bas du dos, malgré l'imposant pneu arrière par nature assez rigide. La stabilité est au rendez-vous pour un custom aussi long, et le rythme infernal n'est finalement contrarié que par la garde au sol qui mériterait d'être plus élevée. Pour freiner, il n'y a qu'un disque à l'avant et un à l'arrière. L'usage des deux est obligatoire lorsqu'on a un bon rythme dans le relief. Le reste du temps, l'usage unique du frein arrière permet un meilleur confort. L'ABS de série veille pour les jours de pluie. Ce Breakout permet de rouler comme on le souhaite, selon son humeur, avec plus ou moins d'entrain, mais toujours en gardant le sourire. Et son style fait tourner bien des têtes sur son passage. Son 10e anniversaire ou pas, Harley-Davidson nous a habitués depuis quelques années à proposer des machines avec une personnalité très marquée en s'inspirant de son passé et des nombreuses tendances qui sont apparues au fil des ans. Cette Harley-Davidson Breakout est à vous pour 20 590 € dans cette finition Vivid Black. Les autres coloris unis demanderont 300 € de plus. Kia propose sa solution pour accueillir toute la famille avec le Carens. Le glamour, ça n'était pas le fort du Kia Carens. Mais ça, c'est fini. La marque renouvelle son monospace et fait table rase du passé de ce modèle. Le nouveau Carens, c'est avant tout le style. La patte Kia est bien présente avec la calandre Tiger Nose chère à la marque, ici alvéolée et cerclée de chrome. Les optiques sont étirées vers les montants du pare-brise, mais nettement plus hautes que celles de la Ceed dont le Carens partage la plateforme. La silhouette est dynamique et on remarque la ceinture de caisse haute soulignée par le pli de la carrosserie. Autre signe distinctif, le contour chromé de la surface vitrée et une ligne de toit descendante jusqu'au petit béquet. Les feux arrière reprennent la même idée pour trouver le compromis visuel entre l'expression du dynamisme et d'un certain volume. Une alchimie difficile pour un monospace même compact. À bord, on retrouve la finition et l'assemblage de qualité désormais propres à la marque. Le dessin de la planche de bord est moderne et allie deux teintes en contraste. La console centrale est ergonomique et le tableau de bord parfaitement lisible avec ses deux grands cadrans et son afficheur digital au centre. En mode 5 places, l'espace arrière sait recevoir des adultes dans de bonnes conditions, même le passager placé au centre sera satisfait. Avec ses 4,52 m, le Carens peut se comparer à un Citroën Grand C4 Picasso, mais dispose d'un volume de coffre un peu moindre que ce soit avec ou sans les sièges rabattus. On remarque tout de même que ce dossier est en 3 parties indépendantes pour faciliter le chargement ou le confort des occupants.
Le design est un critère essentiel dans les conditions d'achat d'un véhicule automobile. C'est la première raison d'achat d'un véhicule automobile et bien évidemment une attention toute particulière a été portée au design du Carens puisque c'est l'équipe de Grégory Guillaume, le chief designer du bureau de design européen, qui a largement contribué au dessin et au profil dynamique du nouveau Kia Carens. Notre Kia Carens est équipé du moteur 1,7 litre CRDI 136 chevaux qui a reçu quelques modifications pour émettre moins de CO2. Ce modèle se laisse mener sans trop de difficultés en ville et sur le réseau secondaire, tant que la route ne tourne pas trop. Les suspensions limitent très convenablement la prise de roulis et assurent globalement un bon niveau de confort. Le moteur est très souple, sans doute trop par rapport aux dynamiques que les lignes du Carens inspirent. Il ne faut pas hésiter à solliciter la boîte de vitesse dès que le relief est présent. Et cela malgré l'important couple de 320 Nm présent dès 1750 tours-minute. L'imposant montant du pare-brise réduit également la visibilité dans les virages. L'espace de prédilection du Carens est davantage les grands axes sur lesquels le véhicule se révèle parfaitement à son aise. Sans doute qu'un soupçon de tonicité supplémentaire donnerait un meilleur agrément de conduite, quel que soit le terrain. Alors, les ambitions du Carens sont importantes parce qu'on sait qu'en France, en Europe et plus particulièrement en France, c'est un segment de plus de 200 000 unités par an, c'est-à-dire 10 à 12% du volume annuel. Donc pour nous, si l'on veut être considéré effectivement comme un constructeur ayant l'ensemble de la gamme, il nous convient de réussir sur ce segment. Nos ambitions pour l'année 2013 sont de 4000 voitures entre la date du lancement, le mois d'avril, et la fin d'année. Style, équipement complet et garantie 7 ans sont les atouts majeurs de ce nouveau Carens. Sans oublier la possibilité de transporter jusqu'à 7 personnes. A noter aussi que dorénavant, la cartographie de votre GPS est elle aussi mise à jour pendant 7 ans. Le Kia Carens 1,7 litre CRDI 136 chevaux avec une boîte manuelle à 6 rapports est disponible à partir de 27 300 € en 5 places et 27 800 € en 7 places. Au salon de Shanghai, le Wild Rubis est la star de Citroën. Frédéric Soubirous nous en dit plus sur ce concept car. Le Wild Rubis, c'est une histoire un peu différente. C'est un concept car, effectivement, mais il faut le voir un peu plus comme un concept car qui annonce une voiture qui sera commercialisée en fin 2014 pour le marché chinois, dans un premier temps. Et c'est une voiture qui est un peu plus conçue comme un teaser. Tous les signes stylistiques, les volumes, on retrouvera dans la ligne DS. Le designer Kevin Nogaret, effectivement, a cherché des proportions un peu nouvelles pour le segment du 4x4, tout en gardant les codes du SUV. La première chose qu'on remarque, c'est ce pied arrière qui revient contre la porte et qui laisse donc le custo derrière qui revient sur les côtés. Ça nous a permis de jouer avec cette barre de toit qui redescend le long de ce pied et qui vient en définitive souligner tout le côté très haut et très baroudeur, en fait, très masculin de la voiture. On a annoncé l'année dernière avec le concept numéro 9, cette nouvelle identité de face avant DS qui seront statutaires, on va dire, un peu plus dans les codes automobiles. Et on garde quelques petites choses un peu secrètes, notamment qu'est-ce qui va se passer au centre de la calandre. Et pour ça, on a eu cette astuce en 2009, je crois, sur Revolt, de remplir la calandre avec une verrière qui laissait apparaître les chevrons derrière. Là, on fait la même petite astuce sur numéro 9 et on fera la même petite astuce sur Wild Ruby où on laisse découvrir un logo DS. Le marché chinois étant adepte des carrosseries 3 volumes, une DS sous ce format est-elle envisageable? Il n'y a pas d'antinomie à faire dans la ligne DS un tricorps, ou plusieurs tricorps même, on verra. Le nouveau crossover de Ford, c'est le Kuga, à l'essai immédiatement.
L'Amérique avait le Ford Escape, l'Europe a le Ford Kuga. Et les deux sont des frères jumeaux, confirmant la stratégie du constructeur à proposer des modèles aux ambitions mondiales. Les régionalités ne sont plus de notre époque. Pour réussir, il faut plaire esthétiquement, bien sûr. Mais l'équipement et le confort sont également des atouts majeurs. Par rapport à la première génération, les lignes changent peu. C'est la face avant qui a droit aux plus grandes modifications. L'idée générale est de muscler l'allure du véhicule, ainsi les deux phares sont liés par un jonc chromé parcourant une fine calandre. De nervures médianes sur le capot tendent vers le logo ovale de la marque. La partie basse présente deux entrées d'air latérales factices qui accentuent la largeur de l'auto. La ceinture de caisse est toujours bien plongeante et la ligne de toit légèrement inclinée sur l'arrière jusqu'au petit béquet. Cela donne au Kuga un style résolument dynamique. L'arrière accueille deux feux longs et fins qui soulignent le dessin prononcé du haillon avec une vitre arrière inclinée. Le tout est relativement élancé et sportif. Le dessin intérieur connaît une profonde refonte et se rapproche de celui des berlines de la marque. Plastique noir et surface brillante sont de la partie. Le point qui surprend, c'est la modeste taille du GPS, à l'heure où tous les constructeurs affichent des écrans toujours plus grands et souvent tactiles. Pour le reste, que ce soit par l'agencement des commandes, l'ergonomie globale ou les fonctionnalités proposées, le Kuga est comparable à une berline de la marque. Il faudra un délai d'adaptation à la console comprenant pléthore de boutons. Pour renforcer son positionnement familial, le nouveau Kuga gagne 8 cm en longueur. Le volume de coffre augmente de 28 à 71 litres et la banquette arrière est réglable en inclinaison. Le point fort, c'est l'équipement sécuritaire réellement très complet face à la concurrence. On dispose de l'alerte d'angle mort, du freinage d'urgence Active Stop, de la reconnaissance des panneaux, de l'alerte de franchissement de voie, du système Sync et d'autres technologies dont la plupart sont dans un pack sécurité disponible au prix très raisonnable de 1 050 €. Le régulateur adaptatif et le limiteur de vitesse demandera 950 € de plus. Le Kuga partage sa plateforme avec le Focus et le C-Max, deux véhicules reconnus pour leur comportement routier dynamique. Mais le Kuga pèse 1600 kg et a gardé les réglages de suspension de son cousin américain. La combinaison des deux fait que le côté sportif exprimé par le design ne se retrouve pas vraiment dans le comportement routier. Les enchaînements se font sans allégresse, surtout si un revêtement chaotique s'en mêle. Cette nouvelle génération préfère mettre l'accent sur le confort des suspensions qui saura satisfaire le transport d'une famille complète. De ce point de vue, le nouveau Kuga a gagné en agrément, ce qu'il a laissé de côté en dynamisme. Notre Kuga, équipé du TDCi 140 chevaux, d'une boîte manuelle à 6 rapports et d'une transmission 2 roues motrices, est disponible à partir de 27 300 € en finition Trend. Pour seulement 1 600 € de plus, vous avez la finition Titanium nettement mieux équipée. L'écart de prix tend à faire préférer la finition haut de gamme. Pour la transmission à 4 roues motrices, il faudra ajouter 2 000 € supplémentaires. Terre d'asphalte revient dans un instant avec l'essai de la Seat Leon SC, du Toyota RAV4, de la Volkswagen Coccinelle Cabriolet et du Peugeot Metropolis. A tout de suite. La Seat Leon se décline en 3 portes avec la nouvelle Leon SC. Seat présentait il y a seulement quelques mois sa nouvelle version de la Leon et aujourd'hui nous prenons le volant de sa déclinaison 3 portes baptisée SC comme Sport Coupé. Seat poursuit son opération séduction
Alors que la nouvelle Leon a récemment intégré la gamme du constructeur, mettant en avant ses traits acérés et dynamiques, voici qu'arrive maintenant la version 3 portes. Comme souvent avec ce type de carrosserie, ce modèle se veut d'apparence plus sportive. La face avant n'avait ainsi pas besoin de modification. Les phares à LED présentent des lignes tendues qui convergent vers le bas, donnant un look agressif à l'auto. La signature lumineuse complète cet effet. Le reste de cette Leon subit par contre bien plus de changements. Des changements plus évidents sur le design, mais sur la partie latérale, sur l'élévation, on est en face d'une voiture plus compacte, avec un empattement qui a été réduit de 35 mm pour pouvoir donner à la voiture une agilité et une réactivité sur les virages, notamment supérieure que dans la version 5 portes. Nous avons ravassé le toit à l'avant de 13 mm et à l'arrière de 18 mm et demi. Ça rend la voiture plus pénétrante aérodynamiquement. Donc nous avons une voiture qui a moins de friction au vent, mais aussi une allure beaucoup plus coupée. Sur l'arrière, la lunette elle a été légèrement inclinée et avancée. Donc nous avons moins 20 degrés sur cette partie-là, sans pour autant perdre aucun volume de chargement. Le coffre propose en effet un volume de chargement de 380 litres. À ce niveau, aucun changement par rapport à la version 5 portes. Le style ne demande pas de sacrifier la praticité au quotidien. Mais un aspect assez important pour nous, c'était le fait d'avoir une voiture beaucoup plus sculptée. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire d'avoir des épaules un peu plus sorties. Pour ça aussi, on a fait un exercice assez important sur l'architecture. On a rentré la cabine, on a ressorti un peu les côtés des caisses. Nous avons une section vraiment à l'arrière, très prominente, très athlétique, et avec un contraste lumière-ombre assez remarquable. Un aspect très important, sous la version 5 portes, notre ligne de ceinture, elle vient monter du bas vers le haut. Ici, nous avons choisi d'avoir une masse graphique qui se rapproche du sol. C'est ce qu'ils font d'ailleurs les voitures sportives, les voitures de course. On cherche à se rapprocher du sol pour avoir moins d'inertie. Nous aussi, on a essayé de faire le même exercice, non seulement physiquement, mais aussi visuellement. Alors 3 portes signifie a priori un accès un peu plus compliqué, alors on va regarder ça tout de suite. Alors c'est vrai, il faut faire un peu de gymnastique, mais ça passe. Notre Leon en finition FR soigne son allure sur les routes. Pour cela, elle dispose d'un kit spécifique et de jantes en alliage de 17 pouces. Au plan de la motorisation, nous avons opté pour le 1,8 litre TSI de 180 chevaux avec boîte DSG. L'auto n'a pas pour vocation d'affronter les sportifs de la catégorie, mais elle sait venir les chatouiller. Avec un 0 à 100 en 7,5 secondes et une Vmax de 224 km/h sur circuit, les performances sont loin d'être négligeables. On profite d'un mélange de dynamisme et de voiture à tout faire. Point de siège baquet ou autres éléments sportifs ici. Le reste de l'auto ne diffère pas de notre précédent essai. Les organes, en provenance du groupe Volkswagen, sont bien nés. La boîte de vitesse DSG, associée à des palettes au volant, répond au doigt et à l'œil. Et la plateforme MQB est redoutable d'efficacité. La Seat peut largement tenir tête à sa cousine Golf, la marque le sait et ne cache pas ses ambitions. Les objectifs sont très grands puisque Seat espère en fait doubler le volume de vente de Leon comparé à l'ancienne génération. On veut aujourd'hui donc vendre 2 fois plus de Leon nouvelle génération que d'ancienne, sachant que ça va être possible grâce aux 3 carrosseries, donc la Leon 5 portes qui existe déjà, la 3 portes que l'on lance aujourd'hui et on aura une version break ST à la fin de l'année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc avec l'arrivée de cette Leon coupée, on espère vendre à peu près 20% de 3 portes pour 80% de Leon 5 portes. La Seat Leon SC est disponible à partir de 14 790 € avec le 1,2 litre TSI de 86 chevaux. Notre TFSI 180 chevaux avec DSG en finition FR s'affiche à partir de 26 035 €. Le scooter à 3 roues de Peugeot arrive et répond au nom de Metropolis. Toutes les infos immédiatement.
Nous l'avions découvert sous forme de concept, puis dans son dessin définitif lors du dernier salon de Milan. Le Peugeot Metropolis 400 est désormais là et vient défier le Piaggio MP3 sur son terrain. Le design, la technologie et l'agrément annoncé pour ce nouveau scooter à 3 roues suffiront-ils pour faire vaciller l'actuel leader? Il est temps de le vérifier. Pour le fleuron de sa gamme, Peugeot Scooter produit à Sochaux un tout nouveau monocylindre de 399 cm3 à faible coefficient de frottement, refroidissement liquide, 4 soupapes et injection électronique qui développe une puissance de 37,2 chevaux à 7000 tours par minute et un couple de 38,1 Nm à 5250 tours par minute. Le train avant, avec ses 2 roues indépendantes et inclinables, utilise un parallélogramme déformable à double triangulation inspiré par l'automobile que l'on peut verrouiller d'un mouvement du pouce à l'arrêt. C'était nécessaire parce que, vous savez, on arrive 2e sur ce marché. Le premier, c'est Piaggio a déposé un brevet et nous avions besoin en fait d'avoir un système qui soit complètement différent. Et nous avons choisi une voie avec un train avant qui est entièrement fait en aluminium. Et ce train avant, qui est associé à des batteurs dynamiques, nous permet d'obtenir des liaisons au sol qui sont tout à fait exceptionnelles. L'aluminium nous garantit plus de rigidité, on a au guidon environ 15 kg de moins et vous avez un véhicule qui est hyper intuitif en termes de prise en main. Le Peugeot Metropolis se distingue par la richesse de son équipement et par son dessin inspiré des voitures de la marque. À l'avant, on retrouve par exemple la galante flottante présente sur certaines autos. Les optiques effilées avec les paupières à LED rappellent la 208. À l'arrière, on retrouve le dessin en boomerang des feux avec des guides de lumière, comme sur le récent 2008. Bien, pour la première fois, les équipes Peugeot Scooter et Automobile Peugeot ont travaillé ensemble de manière à ce qu'il y ait un lien de filiation esthétique entre nos voitures et nos scooters. Et les équipes de Gilles Vidal ont participé à donner leur avis, et même plus que ça, à finaliser en fait, Metropolis de manière à ce qu'on le reconnaisse et qu'on l'identifie comme un scooter Peugeot et un véhicule Peugeot à part entière. Le feu d'urne vertical est directement placé sur le train avant. On remarque au passage le fin drapeau tricolore sur le flanc. L'ensemble est surmonté par un grand pare-brise assez large et protecteur qui n'est pas fixe. On peut en effet le régler en hauteur sur la position que l'on souhaite d'un simple mouvement. Il suffit d'appuyer simultanément sur les 2 boutons et de le faire coulisser vers le haut ou vers le bas à sa convenance. Le Metropolis affiche des dimensions proches d'un scooter classique mais avec une selle particulièrement basse et étroite. On trouve aisément sa place au guidon, même avec de petites jambes. Inversement, les plus grands auront de la place pour les pieds sur le plancher plat, où même la pédale n'est pas gênante, et les genoux ne seront pas en appui contre l'intérieur du tablier. Pour le style, les repose-pieds de passagers sont escamotables. L'ergonomie est un point fort de ce scooter. On apprécie également le tableau de bord très complet qui intègre notamment l'alerte de pression des pneus pour ne pas rouler sous-gonflé. Malgré son haillon conçu pour faciliter l'accès à l'espace de rangement, la poupe reste fine et esthétiquement cohérente. Le petit vide-poche sous le guidon gauche avec la prise 12 volts pour recharger un téléphone ou un GPS est bien vu. Le plus grand espace dans le tablier est également pratique, notamment avec ses compartiments pour séparer les petites affaires. L'accroche-sac à l'avant de la selle permet d'utiliser sereinement la surface plane du plancher pour y transporter un sac. On le fait assez souvent car malheureusement le coffre n'est pas très fonctionnel malgré sa finition soignée et son éclairage. Il ne peut accueillir que certains casques intégraux sous le haillon ou certains jets avec un demi-écran sous la selle. Il faudra vérifier avant et éviter les excès d'optimisme. Le haillon est retenu par un vérin contrairement à la selle. Le Metropolis est donc tourné vers l'avenir et on peut se demander s'il va inspirer le futur de la marque. Ce moteur, c'est un moteur tout d'abord qui est 100% français. Il signe le retour de Peugeot sur les marchés de gros cylindrés. Jusqu'à présent, nous produisions des moteurs qui allaient jusqu'à 200 cm3. Satellis verra l'apparition de cette motorisation sur la fin d'année pour compléter sa gamme. Et puis, évidemment, nous réfléchissons à ce que Metropolis puisse emporter de nouvelles cylindrées. Mais ça, on en reparlera dans les mois qui viennent.
Le Peugeot Métropolis est accessible avec un simple permis auto. Son faible encombrement et son excellente ergonomie mettent rapidement à l'aise. La conduite demande toutefois un temps d'adaptation. La direction est lourde à l'arrêt et on arrive facilement buté lorsqu'on manœuvre à très faible allure, entre les voitures par exemple. Lorsqu'on s'élance au feu, le Métropolis s'extirpe aisément du flot des deux roues. À une vitesse plus élevée, on apprécie la réactivité du nouveau monocylindre pour se relancer dans le trafic. Au-delà de 120 km/h, sa vivacité s'estompe sensiblement. Il se révèle stable et peu sujet au louvoiement, mais nécessite un effort pour entrer dans un virage, pour ensuite y plonger sans retenue. Il faut s'habituer au Métropolis, mais hormis à très basse vitesse, la conduite s'avère tout de même aisée et sécurisante. Si vous êtes tenté, reste à trouver où l'essayer. Aujourd'hui, le réseau Peugeot Scooter en France, c'est environ 600 points de vente. Sur ces 600 concessionnaires, nous avons identifié 200 magasins qui seront en mesure de vendre au Métropolis parce que leur qualité de service, leur infrastructure technique permettra de vendre un véhicule premium vendu 9 000 €. Pour trouver votre concessionnaire, rien de plus facile, vous vous rendez sur notre site internet www.peugeotscooter.fr et vous allez trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous. Ce Métropolis 400 est dynamique, bien équipé et confortable. Peugeot propose ainsi un sérieux concurrent au MP3. Il est disponible en version RS au même tarif que la finition standard à 8 899 €, soit 100 € de moins que le Piaggio MP3 500 LT en finition business. La nouvelle génération de RAV4 est disponible et nous en prenons le volant sans attendre. En 1994, Toyota lançait le Recreational Active Vehicle à 4 roues motrices, en abrégé le RAV4. Il inaugurait le segment des SUV compacts à une époque où tous les 4x4 étaient forcément gros et massifs. Avec ses 3 portes, sa longueur de 3,69 m et sa roue de secours placée sur le coffre, il avait des allures de baroudeur des villes. Presque 20 ans après, le nouveau RAV4 se veut plus polyvalent. A-t-il atteint l'âge de raison ? Les dimensions généreuses de ce RAV4 en disent long sur ses intentions familiales, et son dessin a été entièrement revu. La calandre est étirée sur les bords par de généreuses optiques qui intègrent des feux diurnes à LED. Une baguette chromée les relie au logo central. Le bouclier à la forme trapézoïdale est souligné par une lame pour insister sur les aptitudes dynamiques annoncées par Toyota. De profil, on remarque l'importante surface vitrée, accentuée par les montants noirs. L'arrière change radicalement avec notamment des feux très imposants. Comme à l'avant, ces optiques s'étirent des ailes vers le centre avec des dimensions généreuses. Les angles marqués dans le prolongement de la ceinture de caisse donnent un certain dynamisme au coup de crayon sur l'arrière. L'ensemble dégage une impression de robustesse et met en avant l'important volume de coffre qui peut maintenant avoir un haillon à commande électrique. L'ouverture dévoile un bon espace de chargement, avec un plancher plat et une modularité telle qu'on s'attend à la trouver dans un SUV. Pour rabattre les dossiers du RAV4, il suffit d'une main pour tirer le levier et c'est fait. On passe ainsi de 547 litres à 1746 litres en quelques secondes. À bord, les progrès donnent d'un ton cossu à l'auto. La planche de bord est séparée en 2 parties horizontales. La partie haute accueille les différents afficheurs à l'aplomb de la console centrale. La partie basse, gainée de simili-cuir, apporte un aspect qualitatif bienvenu. Quelques touches argentées sont présentes et des plastiques à l'aspect fibre de carbone jouent sur des contrastes de noir et de gris. L'accent est également mis sur le confort avec un bon espace aux places arrière, aux genoux et sous le pavillon. La position de conduite offre toujours une excellente vue sur la route. Ce qui diffère aussi pour le conducteur, ce sont les équipements qui sont maintenant proposés sur le RAV4. Outre l'alerte d'angle mort, l'avertisseur de changement involontaire de fil ou l'allumage automatique des feux, la version 4x4 est équipée d'un contrôle dynamique de conduite qui fait varier le couple sur les roues arrière jusqu'à 50% si besoin. Équipé du nouveau 4 cylindres diesel turbo-compressé de 124 chevaux et 310 Nm de couple, avec une boîte manuelle à 6 rapports, notre RAV4 2 roues motrices se montre agréable et docile. La direction est légère, le rayon de braquage excellent et le moteur se révèle très souple pour rouler sans appréhension au quotidien.
La boîte se maniant sans résistance, il ne faut pas hésiter à la solliciter pour profiter de la souplesse de cette nouvelle motorisation, équipée du Start and Stop. Le bémol vient certainement des suspensions confortables, mais qui engendrent un roulis assez important. Une conduite dynamique n'est pas son fort. La douceur est ici à privilégier. Les nostalgiques des premiers Toyota RAV4 3 portes ne se retrouvent sans doute plus beaucoup dans cette 4e génération, mais ce nouveau modèle est dans l'air du temps. Notre RAV4 de 124 chevaux, avec une boîte manuelle et 2 roues motrices, débute à 26 590 €. Il faut rajouter 1 000 € pour passer en 4 roues motrices, mais avec un moteur essence. En diesel, seul le 2,2 litres de 150 chevaux est disponible en 4 roues motrices à partir de 29 490 €. La coccinelle aime prendre l'air. C'est le moment idéal pour essayer la nouvelle Volkswagen Coccinelle Cabriolet. Fini les hirondelles. Ce sont désormais les coccinelles qui font le printemps. Du moins selon Volkswagen, qui 1 an après la sortie de sa nouvelle coccinelle nous propose une déclinaison cabriolet. Pour le lancement, la marque joue à fond la carte de la nostalgie avec des séries limitées 70s, 60s et 50s. Il est temps de ressortir les pattes d'Ef pour faire un saut dans le passé. La série 50s de notre essai rappelle les grandes heures de Herbie ou Choupette dans nos contrées. L'héroïne des films Disney inspire le design de notre version 2013 et cela avec une certaine classe. Ce cabriolet dispose d'une lignée élégante et cette série spéciale y ajoute une touche rétro bienvenue. Cela se joue surtout sur les chromes que l'on retrouve sur les rétroviseurs ou les bas de caisse. Les jantes abandonnent les designs complexes actuels pour une allure de bons vieux enjoliveurs. Le tout est original et de bon standing. On ne change pas une équipe qui gagne et on retrouve sur ce modèle les optiques caractéristiques à la forme arrondie ainsi que le capot tout en courbe finissant droit sur sa partie inférieure. Par rapport à la précédente génération, la longueur de l'auto a été augmentée de 15 cm et la largeur de 8 cm. La ligne de toit a été abaissée de presque 3 cm et ces changements donnent une allure bien plus dynamique. Le petit becquet présent sur toutes les finitions souligne ses nouveaux traits plus sportifs. Un liseré chromé fait tout le tour de l'habitacle pour séparer la carrosserie des vitres et de la capote. On remarque au passage le pare-brise court qui laisse beaucoup d'espace au-dessus de la tête pour véritablement se sentir à l'air libre. Le dessin du coffre rappelle les traits de la face avant, mais les feux ronds cèdent la place à une forme plus conventionnelle qui élargit la silhouette de la poupe. La capote est disponible en noir ou en beige. Sa manipulation électrique demande seulement 9 secondes 5 à l'ouverture et 11 secondes à la fermeture. La manœuvre peut également s'effectuer en roulant à basse vitesse. Décapoté, le pourtour de l'habitacle est parfaitement uniforme, même si la capote pliée est toujours visible pour conserver un style d'antan. On peut alors installer le TOD pour une plus jolie silhouette. Le filet anti-remous condamne l'utilisation des places arrière, mais se révèle particulièrement efficace pour permettre de profiter du cabriolet par des températures un peu fraîches. À bord, on retrouve le sérieux un tantinet austère des Allemandes. La présentation est sobre, avec du noir omniprésent. Pour les aspects fun, il faudra se tourner vers la boîte à gants qui se fait écho des anciennes générations de coccinelles, et vers les vides-poches en toile tendue. L'ergonomie est fonctionnelle, avec la présence de l'écran tactile à l'interface très réussie chez Volkswagen. La sellerie claire amènera une touche de fraîcheur dans cet habitacle. Les sièges sont confortables, et même si l'espace est réduit, les places arrière font plus que dépanner. Ce n'est pas l'espace de vie d'un Opel Cascada, mais on ne se sent pas spécialement à l'étroit. À noter que la banquette est fractionnable. Ce confort, même notre mascotte du jour l'apprécie.
Il fait beau et il serait dommage de rester plus longtemps à l'arrêt. En route pour les routes ensoleillées de l'Italie. Notre modèle est motorisé par un bloc 1,6 litre TDI 105 chevaux. Sous le soleil, en bord de mer, on se prend à flâner confortablement installé dans cette coccinelle cabriolet. L'ambiance qu'elle propose n'est de toutes les façons pas destinée à une conduite sportive, mais plutôt à une balade bucolique. Cette cox procure une belle sensation d'espace et de liberté au volant, surtout lorsque l'on abaisse les 4 vitres en omettant le filet anti-remous pour avoir du vent dans les cheveux. Mais reconnaissons qu'en place, l'accessoire c'est limiter le vent et les rhumes par la même occasion. D'autant que l'absence de chauffe-nuque se fait sentir lorsqu'il s'agit de profiter des débuts ou fins de belle saison. Pour une fois, la plateforme n'est pas la MQB, mais celle de la Golf 6. Éprouvée, elle offre un bon confort, surtout avec nos roues de 17 pouces. Les imperfections du bitume ne remontent pas trop dans l'habitacle. Avec une conduite souple, faire de longs voyages ne sera pas une contrainte. Pour la sécurité, notons la présence d'un arceau rétractable en cas de retournement, totalement invisible au quotidien. Le couple de notre moteur nous transporte sans brutalité. Il ne faudra pas lui demander de belles accélérations, ce n'est pas du tout son style. La douceur est une caractéristique qui convient parfaitement à ce cabriolet qui serait encore plus agréable en choisissant une boîte DSG pour se laisser porter. Pour profiter au maximum de l'ambiance, il faut de toutes les façons ne pas trop solliciter le moteur afin de ne pas entendre le son du diesel. Même s'il est peu présent, sa musique ne convient pas au ressenti à bord. Au ralenti, cela colle certes avec notre édition 50s, mais on finirait par s'en lasser. La Cox Cabrio est disponible à partir de 20 890 €. Notre modèle 50s, avec son moteur 1,6 litre TDI 105 chevaux, s'affiche à partir de 29 690 €. Terre d'asphalte, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Motors TV.